Mais ce qui est marrant, c'est qu'après le marché, ça sent vraiment beaucoup de pigeons. Ça se sent le pigeon, ça sent fort. Ça se reconnaît parce que ça ne se confond pas avec le poulet chauffé, avec la peau ébouillantée. C'est pas la même odeur. Le pigeon, ça a un goût de terre, un goût de poussière très fort. J'ai des poissons, j'ai du son évidemment. Et là, de temps en temps, avec le vent, je sens les sucrés de fruits rouges, des choses comme ça, comme des fraises ou les fraises et qui est un peu trop mûr, qui est un peu écrasé, un peu fermenté. Il y a aussi un peu d'agrumes mélangé avec donc un parfum quelque part. Quelqu'un est passé qui est poutré. On ne parle pas beaucoup de peur dans l'histoire. C'est vraiment un thé qui est tellement important pour moi. Donc, évidemment, on a envie de remonter la source, voir d'où vient ces thés. Donc, on a remonté dans la région de Yunnan, chercher des anciennes routes de thé de l'époque, essayer de trouver des descendants de ces anciens ateliers qui fabriquaient le puer. Quasiment, ils sont tous disparus au moment de la révolution culturelle. À la
fin de l'année 90, ça commence à flamber et monter la mode. Presque tout le Chinois investit dans le pu'er parce que ça vieillit, parce que ça prend la valeur, donc investissement, etc. La première fois quand je rencontrais les pu'er, c'était dans un endroit qui est inhabituel. C'est pas dans une boutique de thé, c'est pas chez quelqu'un, c'était chez un antiquaire. Bon, les commerces de thé entre la Chine et Taïwan, c'était interdit. C'était pas ouvert. Donc en fait, les pu'er étaient rentrés chez les antiquaires de façon, on va dire, illégale. Ils rentraient un conteneur rempli des meubles et ils servaient les pu'er pour remplir d'espace qui est vide sous les chaises, sous les consoles, sous les meubles, ou dans les meubles d'ailleurs. Donc comme ça pour rentabiliser le transport. Et donc en fait, ils sont rentrés, les pu'er, c'était pour les Chinois qui venaient avec Chiang Kai-shek de l'époque. Voilà, qui sont pour les Taïwanais qui disaient ça, de gens de extérieurs, quoi. Parce que ce ne sont pas des Taïwanais qui vivent à Taïwan. À l'époque, le pu'er n'était pas connu du tout et même très méprisé par les Taïwanais parce que on les surnommait un thé qui a un goût pourriture, voilà, un goût moisi. Et c'est là que j'ai rencontré pour la première fois le pu'er. Première tasse que j'ai bu, j'étais bouleversée. Parce que, en fait, j'ai jamais eu ces sensations. C'est un thé qui raconte plein d'histoires. C'est vraiment, c'est pas sur son goût, pas sur son parfum. C'est au-dessus de là. Ça représente une histoire. Voilà, une longue histoire. Et c'était vraiment impressionnant. La vie de pu'er, c'est vraiment comme un humain, en fait. Ça, c'est un thé de l'année 80. Il a 40 ans, quoi. Comme un humain. Voilà. 35 ans, on a pas mal de choses à raconter déjà. Là, aujourd'hui, si je déguste un pu'er de 70 ans, 80, 100 ans, respect. Ah oui. C'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui vous raconte plein de ses passés, chaque pas, chaque décor, chaque gens qu'il a rencontré. C'est émouvant. Si on est sincère avec un pu'er, je pense qu'il vous raconte plein de choses. C'est un thé qui voit que vous êtes nerveux, il bloque. Mais si vous êtes profond, calme, toutes les histoires, tout ce qu'il a vécu, on peut le voir. La récolte de riz, voilà. Avec les notes minéraux qui évoquent des galets au bord de rivière. Ça, c'est des souvenirs d'enfance. Quand on était petit, on joue dans la rivière. On mouille des galets en plein été. La mousse, des bouleaux qui est au bord, pas trop loin de rivière. La brique après la pluie, l'orage d'été.
les parfums sucrés des lentilles. Ça commence à évoquer un peu de parfum comme une maison de grand-mère dans la malle, avec les vieilles vêtements, avec les gaufres, des vieux bouquins, cire d'abeille. Ah, ça y est, là, il revient. En fait, avec un peu de décalage, alors on commence à sentir ces notes de jeunesse, quand il avait juste 10 ans à peu près. Hein, ces notes végétales, comme la pêche, pas tout à fait très mûre, qui est le goût qu'on suce le noyau. Vraiment un goût sucré de prairie. Ouais, un goût comme ça dans l'air qui est vraiment très légère mais transparent. Ça commence à donner pas de goût après, mais avec beaucoup de goût. C'est vraiment, c'est ça, c'est un goût sans goût. Ça c'est magique parce que quand on boit un thé qui est vieilli et qu'on avance dans la dégustation, petit à petit, il vous montre le chemin à l'arrière. Voilà, ça remonte, petit à petit. Là, je suis à 5e infusion. On sent de plus en plus de cette présence. C'est pas parce qu'on fait plus d'infusion et qu'il se diminue. Non, au contraire, la source. Voilà. Ce thé-là, par exemple, en ce moment, ça me fait une légère chaleur très agréable de la main. Puis après, ça commence à faire bouger toute l'énergie sur le méridien, ce qu'on dit dans la médecine chinoise, Mingmen. Et ça commence à faire le mouvement circulaire, en rotation. C'était incroyable. C'est puissant ce pouvoir. Mais puissant pas dans la force, puissant dans l'énergie. C'est génial, c'est un thé qui évoque vraiment la nature, quoi. Le plus proche, le plus profond de la nature. Un théier qui mesure 3 mètres, c'est quasiment 3 mètres racine en dessous. Donc ça capte l'énergie de la planète, c'est tout à fait logique. Voilà. Et c'est pourquoi, depuis longtemps, c'est beaucoup pris par les moines des taoïstes pour la méditation. C'est pas pour rien. Ouais, parce que là, je sens légère. Je sens que ça commence à monter sur la tête, mais de façon vraiment... Je suis gaie, je suis très contente. C'est ça qui est beau, le thé. J'ai jamais fixé. Je pense que je serais très heureuse si je suis toute seule avec le thé. Ah, tout seul. Que je puisse vraiment sentir qu'on est unis, quoi.